Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ainsi donc, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, et alors plus encore au XVIIe, l'imprimé cesse progressivement d'être un espace relativement ouvert, traversé de conflits, pour devenir un domaine de plus en plus organisé, encadré et intégré aux logiques du pouvoir. Cette transformation ne signifie pas évidemment la disparition des tensions, mais leur inscription dans des structures plus stabilisées. Le premier élément de cette évolution, c'est la mise en place d'un système de contrôle juridique et administratif du livre. Les autorités politiques et religieuses, conscientes donc du rôle joué par l'imprimé dans les crises précédentes, cherchent maintenant à en maîtriser la production. Eh bien, ça passe par l'instauration de ce fameux privilège d'édition. Vous savez, pour imprimer un ouvrage, il faut obtenir une autorisation préalable. Ce privilège accorde à l'imprimeur, ou au libraire, ou aux deux, un monopole temporaire, c'est intéressant le monopole temporaire, sur la reproduction du texte, mais il constitue surtout un instrument de contrôle. Ce système repose sur une logique double. D'un côté, il protège les intérêts économiques des producteurs de livres en limitant la concurrence. Évidemment, si vous remportez le marché, c'est ce qu'on appelle donc le fameux monopole. C'est formidable. De l'autre, ça permet aussi aux autorités de filtrer les contenus. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Aucun livre ne doit être imprimé sans avoir été examiné. La censure, qui s'était développée dans le contexte des conflits religieux, est en train de se systématiser et même s'institutionnaliser. En France, cette organisation va prendre une forme particulièrement aboutie, puisqu'on est sous une monarchie absolue, en plus de plus en plus absolue, en voie de centralisation en tout cas, on est en train de mettre en place une véritable administration de la librairie. Vous savez qu'en France, dès qu'il y a une problématique, on crée une administration avec évidemment des gens qui sont payés pour ça. Des offices spécifiques sont donc, à partir de là, chargés de délivrer les permissions, de surveiller les imprimeurs, de contrôler les circuits de diffusion, et le livre devient un objet administratif soumis à des procédures précises. Cette structuration s'accompagne d'une organisation économique du secteur. La librairie, au sens ancien du terme, désigne l'ensemble des métiers liés au livre. Imprimeur, libraire, relieur. Ces professions sont progressivement réglementées, souvent même regroupées, ce qui existe à l'époque, en corporations. L'accès au métier est contrôlé, les pratiques encadrées, les règles strictement définies. Voilà, hop, circuler, il n'y a plus rien à voir. Dans ce cadre, le commerce du livre se développe selon des logiques spécifiques. Les foires, notamment celle de Francfort, vont jouer un rôle central dans la circulation des ouvrages à l'échelle européenne. Les réseaux de diffusion s'étendent, combinant circuits spécialisés et circuits plus informels, et le livre circule en ville, mais maintenant dans les campagnes, grâce à des formes de distribution de plus en plus variées. Parallèlement, vous avez des nouveaux types de publications qui apparaissent et qui se développent. La presse périodique, les gazettes, les correspondances contribuent à la formation d'un espace d'information régulier. C'est drôle d'ailleurs, plus il y a cette censure, plus vous allez trouver de gazettes. C'est assez marrant. L'imprimé ne se limite maintenant plus au livre, au sens strict, il devient un média, au sens large, capable de diffuser des informations, des opinions, des récits d'actualité. Eh bien, cette évolution s'accompagne d'une transformation aussi fatalement des publics. Si le livre reste un objet quand même encore coûteux, faut pas croire, son accès s'élargit progressivement. Des formes de librairie du plus grand nombre vont apparaître, proposant des ouvrages plus accessibles, des formats plus simples, des contenus adaptés à un public élargi. Ça y est, on entre dans le marketing. La lecture se diffuse, même si elle reste socialement quand même différenciée. Vous avez des régions, quand on en arrive, on n'en est pas encore là en termes de date, mais quand on va arriver à la Révolution, vous avez des régions, par exemple en Alsace, où alors que globalement en France, vous êtes à 70% d'illettrés, en Alsace, vous avez 80% de gens qui savent lire et écrire. Voilà, c'est des choses comme ça, vous avez des disparités qui commencent à apparaître. Oui, on est proche de certains lieux d'imprimerie et de librairie. La lecture se diffuse, mais elle reste encore socialement très différenciée. Évidemment, plus on a des moyens, plus on a de livres et plus on a le temps de savoir lire et écrire. Mais cette diffusion
encore une fois, n'échappe pas au contrôle. Au contraire, elle renforce la nécessité pour les autorités de surveiller les flux de textes. Les dispositions de censure sont de plus en plus perfectionnées. Les réseaux de surveillance se densifient. Les imprimeurs et les libraires sont tenus responsables des textes qu'ils produisent ou qu'ils diffusent. Et les sanctions, croyez-moi, peuvent être extrêmement lourdes. Mais comme au siècle précédent, ce contrôle rencontre quand même des limites. On est encore dans l'humain. Les frontières politiques, les réseaux commerciaux, la mobilité des acteurs permettent la circulation de livres interdits. Parce que, évidemment, j'entends vos questions. Bah oui, mais comment ils font les autres ? Bah oui, évidemment, vous avez des centres d'impression situés hors des zones de contrôle, notamment dans ce qu'on appelait encore à l'époque les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas. La Hollande, ou dans certaines villes allemandes qui alimentent un marché clandestin, le livre interdit devient lui-même un objet de circulation et de désir. Et jusque sous Napoléon III, vous allez avoir des éditions, peut-être même après, des éditions qui viennent des Pays-Bas. Parce que ça va durer longtemps. En fait, la possibilité, l'interdiction de faire ce qu'on veut et la possibilité d'aller aux Pays-Bas pour imprimer. Et vous avez des tas d'ouvrages, j'en ai d'ailleurs, qui sont imprimés aux Pays-Bas. J'en ai un notamment, c'est Comment vaincre la monarchie de Louis XIV. Ça date Louis XIV est encore en vie quand il y a ce livre-là. Je l'ai à la maison et c'est très impressionnant. C'est marqué, imprimé aux Pays-Bas. Et donc, comment est-ce qu'on peut abattre la monarchie de Louis XIV ? C'est très intéressant. Et évidemment, vous vous doutez bien que c'était interdit à cette époque-là en France. Donc, ce double mouvement, organisation et contournement, structure très durablement le monde de l'imprimé. D'un côté, vous avez un système officiel, réglementé, intégré aux logiques de l'État. De l'autre, un ensemble de pratiques informelles, parfois illégales, qui témoignent de la vitalité des échanges intellectuels. Et au-delà de ces aspects institutionnels et économiques, l'imprimé participe à la formation d'un espace public. Les gazettes, les correspondances, les livres même vont contribuer à la circulation des informations et des idées. Ça y est, c'est parti. Ils permettent quand même l'émergence d'une opinion, même si elle est encore limitée. Elle est réelle. Cet espace public reste encadré, contrôlé. On est d'accord. Mais il constitue une nouveauté majeure dans l'histoire des sociétés européennes. Et du coup, à la fin du XVIIe siècle, le livre n'est plus seulement un produit technique ou un vecteur de savoir, c'est devenu un élément central des structures politiques, économiques et culturelles à prendre impérativement en compte quand on veut étudier ces sociétés. Il est à la fois un outil de diffusion, un objet de commerce, un instrument de contrôle et un support de construction de l'opinion. Eh bien, c'est dans ce cadre que s'élabore le modèle de l'absolutisme et du classicisme, un modèle dans lequel le livre, qui est loin d'être un facteur de désordre, est intégré à un système de pouvoir qui cherche à organiser, normaliser et maîtriser la production culturelle.